Alors, bonjour à tous. On va commencer le débat parce qu'on a eu la consigne de ne pas déborder trop sur le temps. Merci à tous d'être venus pour ce débat sur l'open innovation, challenge et opportunités de l'open innovation dans le monde. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec la notion d'open innovation, l'open innovation ou innovation ouverte en français, c'est l'idée qu'on désormais l'innovation ne se fait pas tout seul dans un laboratoire entre deux ou trois experts, mais bien avec et par les foules. Voilà. Donc aujourd'hui, pour parler de cette question de l'ouverture de l'innovation dans le monde, on a un panel international et je les remercie tous chaleureusement d'être venus et de participer à cette discussion, à cette conversation qu'on aimerait aussi pouvoir avoir avec vous dans un esprit tout à fait ouvert. Et donc, à ma gauche, j'ai Mark Hatch, que sans doute vous connaissez beaucoup ou bien. Mark Hatch est le fondateur et CEO, cofondateur du Tech Shop. Le Tech Shop, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert et qui vont bientôt avoir l'occasion de le découvrir, c'est un makerspace, donc un espace dédié aux makers qui permet à tout à chacun de, par le biais d'un abonnement, avoir accès à un ensemble de machines industrielles pour fabriquer, bricoler, comme on dit en français, bidouiller même parfois, des outils. Et Tech Shop, qui est un projet américain de Californie originairement, ouvre son premier espace en France, son premier espace ailleurs qu'aux États-Unis, en France, à Paris, à Ivry, plus exactement, demain, voilà. Donc en partenariat avec Leroy Merlin, évidemment. Donc Mark Schaap, qui est le fondateur, est également une icône du Makers Movement. Il a publié en 2013 le Makers Manifesto, qui est donc le manifeste du mouvement Makers, et nous aurons beaucoup de plaisir à l'écouter aujourd'hui. À sa gauche, Omar Pierre Soubra, du Colorado, donc qui nous vient aussi du soleil, qui est un innovateur passionné, évangéliste et directeur de SketchUp Make, qui est une société qui produit un outil de design 3D ludique. Pour la petite histoire, une société qu'il a rachetée à Google il y a 3 ans, première société à avoir été rachetée à Google et non pas par Google. Omar Pierre Soubra, vous êtes un fervent défenseur de ce qu'on appelle le techno-marketing et vous avez créé un groupe de techno-marketing dédié à cette question. Vous êtes aussi un des drivers du Makers Movement et j'ai envie de dire même peut-être du Digital Makers Movement. Et enfin, au bout de ce panel, Karim Sy, qui nous vient lui aussi de loin puisqu'il arrive de Dakar. Karim Sy, qui est un entrepreneur, un activiste du numérique et de l'innovation en Afrique. Il a fondé un espace lui aussi dédié à l'open innovation qui s'appelle Jocolabs il y a 5 ans, qui est un réseau d'espaces de créativité et d'innovation en Afrique francophone, enfin en Afrique de l'Ouest plutôt, qui est aujourd'hui présent dans 9 pays d'Afrique et à Paris, à Nanterre exactement. Activiste des logiciels libres et sensible à la question de l'entrepreneuriat social, Karim est un véritable agitateur des sujets d'innovation, de partage des communautés et du numérique en Afrique. Alors, pour commencer cette discussion, je vais laisser la parole à chacun de nos speakers et de nos invités pour répondre à une question très simple qui est en quoi est-ce que cette question d'ouvrir l'innovation, d'ouvrir par le biais de méthodes différentes, par le biais de création de lieux dédiés ou d'espaces au sein des entreprises ou ailleurs, comment est-ce qu'en ouvrant l'innovation, on participe à une forme de réinvention de la croissance, puisque c'est le thème qui nous intéresse tous aujourd'hui, thème du World Forum de Lille 2015. Donc je laisse la parole à Pierre-Omar Soubra, qui va nous parler un petit peu de ses perceptions du Makers Movement. Oui. Bonjour à tous, ça va ce matin? Ah voilà, c'est toujours difficile de commencer une session le matin ou après déjeuner. Donc ça vous surprend un petit peu parce que je parle couramment français, j'ai grandi en France, mais maintenant depuis 11 ans je vis au Colorado.
Et je travaille pour un groupe qui s'appelle Trimble Navigation, qui est un groupe qui fait à peu près 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et un des éléments avec ce rachat de cette société à Google il y a à peu près 3 ans, c'est que j'ai été impliqué avec le mouvement Maker. Et combien d'entre vous sont familiers avec le mot Maker? Levez la main. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ne savent pas dans cette salle ce qu'est un Maker. Ouais. Un maker en anglais, un faiseur. Alors on n'a pas trouvé de mot en français qui soit encore adapté à ça. Peut-être qu'il faudra inventer un mot. Mais c'est un mouvement où aujourd'hui on partage, on fabrique ensemble, on bidouille ensemble, on bricole ensemble, on fait des sociétés ensemble et on va pouvoir ensemble créer des objets. Et un des objets les plus fameux qui a été créé par ce mouvement-là, c'est l'impression 3D. Donc si vous entendez aujourd'hui parler des imprimantes 3D à des poses de fil qu'on voit aujourd'hui, qui sont ces objets en plastique qui sont créés, c'est principalement parce qu'il y a une douzaine d'années, des makers se sont mis ensemble, ont bidouillé et ont créé ces appareils à base de pièces d'imprimantes 2D, à base d'éléments qui font fondre du plastique, à base de plastique, à base de plein de choses, partagées de façon ouverte. Ou de façon fermée. On a des sociétés qui se sont créées, qui se sont vendues pour 400 millions de dollars. Donc, on peut aussi faire de l'argent dans le Maker Movement. Donc, je vous donne une petite introduction, mais on va en parler un petit peu plus. Là où ça a vraiment changé, notre façon de voir les choses, et encore, c'est assez jeune pour nous puisque ça fait à peu près 3 ans, c'est un mouvement qui nous permet d'être de plus en plus innovants. Et on est ici pour parler de l'innovation ouverte. Alors encore une fois, je m'excuse, la plupart du temps, je fais cette présentation en anglais. Donc il va pouvoir m'arriver de chercher mes propres mots et je peux encore faire quelques petites fautes de grammaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le do-it-yourself, donc le bricolage ensemble, le bricolage chez vous, la bidouille, les makers et l'innovation. Pour ça, il y a un livre qui s'appelle Zero to Maker, et c'est l'histoire de David Lang. Et David travaillait dans une société, il a été licencié et il s'est retrouvé sans emploi. À ce moment-là, il avait entendu parler du mouvement Maker et il voulait en savoir plus, donc il voulait écrire sur les makers. Il a été interviewé des gens qui étaient déjà impliqués dans ce mouvement. C'est un livre qui n'est pas traduit en français, mais si vous avez l'occasion de le lire et si vous savez lire l'anglais, je vous conseille fortement de le lire puisqu'il y a de très belles histoires qui sont à l'intérieur, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu plus en détail ce qu'est ce Maker Movement. David a rencontré ces makers et s'est dit c'est génial, je vais écrire, je vais faire un blog, je vais faire plein de choses. Et il a commencé à réaliser que lui aussi était un maker. Et la façon dont il l'a réalisé, il était un jour dans une bibliothèque. Alors aux États-Unis, on va beaucoup dans les bibliothèques, c'est un lieu très social pour aller entendre des histoires, pour socialiser, pour boire un coup des fois. Et il a entendu parler d'une histoire d'un trésor indien qui avait été perdu dans une grotte qui était remplie d'eau. Et beaucoup de personnes avaient essayé d'aller chercher ce trésor. Alors c'est une histoire passionnante. Est-ce que ce trésor existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Peu importe. Et il s'est dit, bah, tiens, ça serait marrant d'aller chercher ce trésor. Il a commencé à en parler autour de lui. Et ils se sont dit, bah, tiens, comment on va aller le chercher? Est-ce qu'on va plonger? Est-ce qu'on va faire des choses? Et ils ont construit un petit robot qui s'appelle le OpenROV, donc qui est un robot open source que vous pouvez copier, refabriquer chez vous, qui a d'ailleurs été fabriqué dans l'un des tech shops de marque. Et aujourd'hui, ça a créé une communauté. Alors, je crois qu'ils n'ont jamais trouvé le trésor. Mais ça a créé une communauté d'à peu près 4000 explorateurs sous-marins à travers le monde qui aujourd'hui s'amusent avec des petits robots comme ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le mouvement Maker a un côté où l'innovation et l'histoire se retrouvent avec passion pour aller créer des choses. Et aujourd'hui, c'est une société qui marche très bien. Il vient de sortir la version numéro 2 de son robot et c'est un petit robot passionnant que vous pouvez voir de temps en temps à Paris chez mon ami du Fab Shop, qui est le distributeur ici en France. Donc ça, c'est une première plateforme. On peut le faire tout seul, etc. Mais vous me dites, bon, bah, ok, c'est bien, c'est de l'innovation, mais qu'est-ce que ça apporte aux grandes entreprises? Alors, je ne vais pas encore vous dire ce que ça apporte aux grandes entreprises, et moi je vais vous raconter une histoire.
Pour célébrer ce mouvement des makers, il y a des événements à travers le monde qui s'appellent les Maker Faire. Les Maker Faire, ce sont des salons, des foires, où les gens viennent présenter leurs projets. Cette année, il y en a eu un peu plus de 160 à travers le monde. Les plus grosses vont jusqu'à 145 000 personnes qui viennent pendant un week-end, et c'est celle de San Mateo, qui est à côté de San Francisco, en Californie. Il y en avait une à Rome ce week-end qui a réuni plus de 100 000 personnes. Et nous avons la chance d'en avoir ici en France aussi. Il y a la Maker Faire Paris qui a réuni 35 000 personnes cette année en collaboration avec la Foire de Paris. Donc si vous allez à la Foire de Paris, un des halls est dédié à la présentation des projets makers. C'est marrant, on y voit des drones, des imprimantes 3D, des robots, des gens qui fabriquent des poupées connectées, des applications pour les hôpitaux pour aider les enfants à comprendre ce qui va leur arriver dans un environnement qui peut un peu faire peur. Donc on trouve vraiment des choses passionnantes avec des gens passionnés, et je vous invite à aller voir ça. On n'a pas encore annoncé de Maker Faire à Lille, mais il me semblerait que ça devrait arriver prochainement. L'année prochaine, il est prévu d'en faire une à Paris et une aux Machines de Nantes au mois de juillet. Donc suivez ces informations. Le mot maker et faire. Faire, c'est avec un E comme en français. C'est fabriquer. Donc, si on traduit littéralement, ça fait faire. Bon, bah, c'est pas grave. Les gens qui font faire, c'est pas très intéressant pour ça, mais c'est international et vous en trouverez partout. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai amené mon patron, mon président, donc d'un groupe qui faisait à l'époque 2,3, 2,4 milliards de dollars, pour voir ce que c'était cette Maker Faire. Il entendait parler des makers, il me dit qu'est-ce que c'est, et je dis bah, je vais avoir du mal à te le décrire, viens avec moi, je vais te le présenter. Et quand on rentre dans une Maker Faire, on voit certaines choses. Voilà, c'est ça la première chose qu'il a vue. Des gens qui s'amusaient à conduire des cupcakes géants. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste parce que c'est marrant, parce qu'il y a de l'électronique, il y a des choses rigolotes, comment est-ce qu'on plie de la tôle, comment est-ce qu'on représente un cupcake, et en même temps c'est très très drôle à conduire. La deuxième chose qu'il a vue en avançant, alors vous imaginez ce qui commence à se passer dans la tête d'un patron d'un grand groupe, c'est des gens qui s'amusent à faire des bulles de savon géantes. Et il y a une très très longue queue pour aller apprendre à faire des grosses bulles de savon géantes. La troisième chose qu'on lui a montré, c'est un jeu qui s'appelle le Mousetrap. Donc aux États-Unis, c'est un jeu qui est sorti dans les années 70, je crois, 70-80, qui est un petit jeu de réaction en chaîne qui était en plastique, où vous deviez construire vos différents éléments, et après vous aviez une petite bille que vous lanciez dans cette réaction en chaîne, et si tout se passait bien, à la fin il y avait une petite cage qui allait attraper une petite souris en plastique à la fin, et vous aviez gagné le jeu. Là on a des copains qui ont construit une version géante de ce jeu, de l'attrape-souris. Mais au lieu d'avoir des petites billes, ils utilisent des boules de bowling. Et si la réaction en chaîne se passe bien, ça fait tomber un coffre-fort de 450 kg sur une voiture qui explose à la fin. Donc vous imaginez quand on amène un patron comme ça, alors moi je m'amuse beaucoup, hein, je le vois, mais il commence à se dire, bon, ok, ils sont très rigolos, on peut conduire des cupcakes, on peut exploser des voitures, on peut envoyer des boules de feu dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il pense qu'à un mot, c'est un cirque. Alors oui, ça peut ressembler à un cirque, c'est marrant, c'est une célébration, encore une fois, on s'amuse. Mais après, je l'ai emmené voir certains makers, certaines personnes qui faisaient certaines choses. Et l'un d'eux, c'est mon ami Ryan Kunde. Et Ryan, il est vigneron. Il est vigneron dans la vallée un petit peu plus au nord de San Francisco. Il fabrique d'excellents vins. Et on a amené Ryan, j'ai amené mon patron et on a commencé à discuter. Et Ryan a parlé de son projet de drone qu'il fait voler au-dessus des vignes, avec lesquelles il prend des photos, des images. Il est capable de les mettre ensemble et à partir des images prises avec son drone, il récupère de l'information avec les couleurs de la vigne. Est-ce que certains endroits dans la vigne ont trop d'eau, pas assez d'eau? Est-ce qu'il y a des vignes malades? Ça lui permet de faire beaucoup d'analyses comme ça. Et Ryan, son métier, c'est pas de faire des drones. Il est vigneron. Son métier, c'est de faire du vin.
Mais il utilise toutes les technologies, toutes les choses qu'on peut trouver chez les makers, des petits ordinateurs qui s'appellent Arduino, qui sont des ordinateurs qu'on peut programmer, qui coûtent $35 ou 35 € maintenant, c'est à peu près pareil, qui sont très faciles à programmer, très faciles d'accès, et on peut faire plein de choses. Moi, j'ai un frigo connecté dans mon sous-sol que j'ai fabriqué moi-même, que je transforme en cave à faire sécher mes saucissons, parce qu'on ne trouve pas de très bons saucissons aux États-Unis, où je fais alors voilà, c'est là où je cherche le mot en français, je fais cured mes fromages, j'affine mes fromages. Je suis content de retrouver mes mots en français de temps en temps. Et Ryan, il avait rallié cette communauté autour de lui, des ingénieurs, des gens qui s'amusent, des gens qui font de l'aéromodélisme, et ils ont fait ce projet-là. Mon patron était passionné, on a parlé avec Ryan pendant 30 minutes, et on n'a pas parlé de pinard, on a parlé de drone. Et la raison pour laquelle on a parlé du drone, c'est que nous, on a un groupe agriculture avec une centaine d'ingénieurs, ou un petit peu à peu près, hein, qui travaillent à résoudre ce genre de problème. Exactement ce genre de problème. Sauf que Ryan et ses copains, leur passion, c'est le vin, et eux, ils ont toujours fait des choses, qu'ils utilisent un drone, qu'ils utilisent des robots, qu'ils utilisent des caméras, qu'ils utilisent n'importe quelle technologie. C'est pas ça qui les motive. Eux, ce qui les motive, c'est de faire du bon vin. Et donc, en fait, on retrouve encore cette idée d'innover avec de la passion, avec de l'énergie. Au point où moi, j'ai inventé un mot, j'ai dit, bon, on va appeler ça de l'innovation, ça ira plus vite. Parce que j'aime pas le mot innovation. Le mot innovation, maintenant, c'est un petit peu un fourre-tout où les gens mettent plein de choses et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand votre patron vient vous voir et vous dit, il faut innover. Ouais, bon, on innove vachement, nous. Ok, mais qu'est-ce qui se passe dedans? S'il n'y a pas la passion derrière, et c'est comme ça que l'innovation, c'est comme ça que beaucoup d'entreprises travaillent, c'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant cette innovation. Donc là, vous voyez, mon patron a vu ce qu'il était possible, et c'est un facteur disruptif, une cassure technologique qui pouvait se passer, parce qu'on ne pense pas que des vignerons, des agriculteurs, des fermiers peuvent se mettre ensemble et fabriquer leur propre drone pour résoudre des solutions, pour résoudre des problèmes sur leur champ. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il faut ramener ça dans les entreprises. Il y a un groupe qui a bien réussi, c'est le groupe Intel. Vous savez, Intel Inside, les puces qu'on trouve dans ces ordinateurs et qui font plein de choses. Intel, ils ont embauché un petit garçon, maintenant qui a 18 ans, mais qui s'appelle Joey Huddy. Qui connaît Joey? Il va falloir vous renseigner sur le Maker Movement. Hein. Non, je rigole. Joey, c'est un petit garçon qui est passionné, qui fait de l'électronique. Il a monté sa société, il a des petits kits, il a commencé à l'âge de 13-14 ans. Il a des petits kits qui vous permettent de s'amuser, de comprendre l'électronique, d'apprendre à souder, de programmer ces petits ordinateurs dont les Arduino. Là, c'est une photo où j'ai été l'aider dans un tech shop à Phoenix, en Arizona. C'est un copain maintenant, il a 18 ans, il a bien grandi. Mais Joey, il est connu pour une chose dans le monde entier des makers. Joey, il a été invité, il avait fabriqué un canon géant sous pression pour lancer des marshmallows. C'est un truc très rigolo. On pompe, il y a de l'électronique et puis ça envoie des marshmallows à 30-40 mètres. Donc, vous savez, les petits fusils à patates, les petits fusils à marshmallows. Donc, il avait fait ça à l'école. Il a présenté dans des concours de sciences. On appelle ça des science fairs aux États-Unis. Il a gagné les concours locaux. Il a gagné les concours régionaux. Et puis, un jour, il s'est retrouvé à la Maison-Blanche, puisque la Maison-Blanche reconnaît ces scientifiques. Et alors, vous imaginez bien, quand on arrive avec un canon à la Maison-Blanche, les services secrets vous disent 2-3 mots, même si c'est un canon à marshmallow. Donc, quand il est venu s'installer, il y avait 3 ou 4 baraques des services secrets qui sont arrivés. Qu'est-ce que c'est? C'est un canon à marshmallow. Oui, alors quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas autorisé à tirer ce canon. Vous imaginez un petit gamin de 13 ans. Ok, d'accord, ok. Président Obama arrive, se promène, commence à faire le tour des expos. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un canon à marshmallow. Ah, on peut le tirer? Bah oui. Alors Joey a regardé le service secret en disant, bah, désolé les gars, il a pompé. Ça a créé une des photos les plus rigolotes d'Internet du président Obama. Quand le marshmallow est parti, alors pas à 30 mètres parce qu'on était dans la salle, mais ça a tiré sur un des rideaux. Joey, entre-temps, je vous ai dit, a été embauché par Intel.
par le CEO, et il a travaillé sur la stratégie de tous les objets connectés, donc les bracelets connectés, les montres connectées, les lunettes connectées. Il y a des vidéos de lui sur Internet où il vous explique la vision de ce que Intel va faire. Et il s'est retrouvé sur scène au Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est le plus grand salon de l'électronique personnelle à travers le monde, avec le président de Intel en train d'être présenté comme le Kid CEO, donc le patron enfant. Et Intel a intégré cela sur chacun de leurs salons. Ils ont des makers qui viennent avec eux, qui viennent les aider à innover, à voir les choses de façon différente, à penser en dehors de la boîte, outside of the box, comme on dit en américain, et d'y aller. Donc moi, ce que j'invite tous les groupes, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est de penser à l'innovation et d'oublier peut-être l'innovation et de passer à autre chose aujourd'hui, où on peut ramener de la passion, de l'énergie et amener des choses marrantes, parce qu'on s'amuse beaucoup dans le mouvement des makers. Merci. Merci beaucoup Omar-Pierre Soubra pour cette belle introduction dans le sujet des makers et de leur lien avec l'innovation. Alors il y a un autre passionné d'innovation à qui je vais demander de répondre à cette question, à savoir dans quelle mesure est-ce que l'open innovation permet de réinventer de nouvelles formes de croissance, ou en tout cas de nouvelles formes de nouvelles manières de faire pour de faire faire. Voilà. Merci. Merci. En fait, on parle de croissance, mais je pense qu'il y a un contexte extrêmement important dont on parle très peu. C'est notamment en Occident, vous êtes très confrontés à ça, parce qu'on vous parle de plus de croissance du tout. Mais au-delà de plus de croissance, je crois qu'à l'horizon de la COP21, un des grands problèmes auxquels la Terre est confrontée, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question si on pourra se projeter d'ici 50 à 100 ans, en tant qu'espèce. On a tellement contraint la biosphère, on a tellement développer des pratiques d'être que non seulement on a cassé le lien social, mais en plus aujourd'hui on est confronté à toutes sortes de crises en fait qui sont que des symptômes finalement d'un mal très profond. Donc la question c'est aussi finalement est-ce qu'on a vraiment besoin de croissance? Et la grosse question qu'on se pose en Afrique, c'est que finalement est-ce qu'on doit faire la croissance de la même manière que ça a été fait, et du coup aller exactement dans les mêmes problèmes, puisqu'aujourd'hui on sait que ça ne marche pas. 2008, on a eu une crise financière extraordinaire qui est loin d'être finie et qui aujourd'hui nous interpelle tous. Einstein nous a dit on ne peut pas régler un problème si on est dans le même état de pensée que quand on l'a créé. Donc aujourd'hui, c'est peut-être là où on parle de créativité et donc d'amener de l'innovation, des nouvelles manières de voir, des nouvelles manières de faire, et une nouvelle manière de faire même les affaires, le business. Et nous, en fait, un des postulats qu'on s'est dit, c'est un peu comme Clémenceau quand il nous disait qu'en fait la guerre est quelque chose de trop sérieux pour la laisser juste aux militaires. Je pense qu'il faut se réapproprier en fait et notre quotidien et toutes les questions qui nous interpellent, puisqu'en fait demain, si on a du mal à respirer, si on a du mal à avoir de l'eau potable, si on a du mal à manger correctement, si on a du mal si on est dans un monde en transition énergétique, etc., c'est nous que ça concerne. Et donc, quelque part, il faut revenir un peu à l'étymologie du terme expert, qui était quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui a un PhD, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un super spécialiste. On l'a vu, ce sont des gens comme le jeune qui a développé ces sujets. C'est notre ami vigneron qui s'est accaparé d'un sujet qui sont les drones. Il serait venu dans un salon de spécialistes des drones, il aurait dit mais qu'est-ce qu'il fait là, alors qu'en fait il a une vraie expertise qu'il a développée sur ces questions de drones. Et donc on voit bien qu'en fait il faut se redonner le pouvoir et la capacité à le faire. Et donc nous on est parti de cette idée-là. Alors je suis par ailleurs un activiste de l'open source, donc de la culture du logiciel libre. Vous savez que les logiciels libres, depuis les années 70 en fait, on a un monde qui s'est créé où des gens partagent leur code source. Donc ça a été parmi les premiers, de notre point de vue, à avoir utilisé la puissance du digital et quelque part finalement anticiper l'économie numérique. Ils sont à la base d'Internet, à l'arrière de tous ces mouvements-là. Et en fait, cette culture finalement qui permet, de connecter des gens
à un niveau, à une échelle qu'on n'a jamais fait, parce que c'est à l'échelle globale, de travailler ensemble et de collaborer sur des projets qui n'ont pas forcément une vocation uniquement économique. Et je crois que ça, c'est une dimension assez forte, et des projets qui sont concrets, qui apportent de la valeur. Donc de cette culture-là, on retrouve des approches qui sont extrêmement importantes. Donc JoCollab, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle un action tank. C'est-à-dire nous, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des PhD, des choses. Moi, je suis un entrepreneur. Je commençais mon premier projet, j'avais l'âge de 19 ans, à l'École Polytechnique de Montréal, et ça n'avait strictement rien à voir. J'étais en génie informatique, mais on a travaillé sur une pompe à eau manuelle pour apporter de l'eau en Afrique. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Innovation à l'époque, et bon, j'ai développé pas mal de projets depuis. Je suis un serial entrepreneur. Il y a 5 ans, on a lancé cette initiative justement en se posant la question de cette crise et quelles réponses on peut apporter. Et l'idée, c'est de dire, on peut lancer des espaces, créer des espaces qui sont des espaces justement de créativité, de collaboration, parce qu'en fait, il faut stimuler la créativité partout, chez les enfants, chez les plus âgés, parce qu'on a bien vu, un jeune de 15 ans peut apporter quelque chose. On a fait dernièrement, avec l'Organisation internationale de la francophonie, un hackathon dans 5 pays francophones. Au Sénégal, l'équipe qui a gagné est l'idée par un jeune qui a 17 ans. C'était la plus jeune équipe, et le plus âgé avait 21 ans. Ils nous ont sorti une poubelle connectée, parce que c'était dans la perspective de COP21, une poubelle connectée qui donne toutes les informations sur le produit qui est jeté, enfin, pour le tri sélectif, etc. Qui l'aurait imaginé? Donc, le but, en fait, c'est de donner la chance aux choses de se faire, d'amener des gens. Donc, on a parlé, c'est la passion qui est extrêmement importante. On l'a bien vu, on a créé des espaces publics numériques, on a fait toutes sortes d'investissements, mais finalement, ce qui est important quelque part, on l'a parlé tout à l'heure, ce sont les communautés. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire et qui ont envie de s'engager volontairement. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on analyse les réseaux d'innovation, sont des réseaux collaboratifs, même au sein des entreprises, qui souvent travaillent un peu comme des sortes de petits commandos qui sont dans différents services, etc. Puisqu'on voit bien, on est dans des collaborations qui sont transversales. Dans les modes d'organisation, on a cherché à y réfléchir. Mais globalement, qu'est-ce qu'on va chercher? Le but, ça va être de trouver des solutions ensemble, et ça va être surtout de contribuer à une intelligence collective. Aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir une vraie dynamique globale pour penser et construire ensemble. Je veux dire, le monde de demain ne pourra pas faire sens si on ne travaille pas de plus en plus ensemble à trouver des solutions aux problèmes qu'on a, le problème de transition énergétique, etc. Et ça, de plus en plus, on voit ces communautés-là s'approprier ces sujets à tous les niveaux et collaborer dans le monde. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'aussi Internet n'a plus de territoire. Je suis à Rennes, mais je travaille avec Dakar, je travaille avec Lomé, je travaille avec d'autres. Ce qui fait que par exemple sur le Bionic Hand de Rennes, on a travaillé depuis des années, en fait, on collabore avec les gens de la ville de Rennes qui ont un Lab Fab, on appelle les laboratoires dynamiques de laboratoire de fabrication, étendu, donc on est plus organisé au niveau du réseau francophone. Vous savez qu'on nous dit que 60% des échanges se font plus dans notre langue, et donc c'est effectivement plus simple. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien en français d'ailleurs à cette époque. Donc Dakar a contribué à documenter des éléments sur qu'est-ce qu'un Fab Lab, qu'est-ce qui se passe, etc. On a bien vu d'ailleurs que, alors Fab Lab, ça vient du MIT, donc c'est assez contraignant, on va dire. Avec une logique derrière éducative, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on avait envie, c'est quelque chose qui se fait. Limite, on s'en fout d'avoir la licence MIT. L'important, c'est de faire des choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où le terme de maker fait plus de sens, parce qu'on veut faire. Donc, on est avec des makers. Donc, de plus en plus, on parle plus de makerspace, d'ailleurs, que de Fab Lab labellisés, etc. Et donc, avec, par contre, des valeurs de partage, d'ouverture, donc d'engagement, de collaboration. Et dans les espaces, clairement, ce qui va se faire, c'est construire aussi du lien social. Alors là, qu'est-ce que c'est? Si on touche à du maker, donc là, on touche à des choses très tangibles. Donc c'est plus compréhensible puisqu'on peut toucher du doigt. Et donc là, il y a une communauté qui est en train de se créer. Aujourd'hui, en Québec, on était la semaine passée à Rennes avec les gens du Canada, nous de Dakar, etc. Et on parlait de donc comment faire évoluer ce projet-là pour travailler sur des solutions pour les handicapés.
Et là, vous voyez qu'on n'a plus de frontières. Et pourtant, c'est des équipes qui sont réparties un peu partout, qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'on contribue à l'intelligence collective en partageant sous des licences propriétés ouvertes, Creative Commons, etc., et donc des licences libres. Et donc on est dans un autre modèle où la création de valeur se fait collectivement et est mise en contribution, donc quelque part à la constitution d'un bien commun. Et là on voit bien qu'on est aussi confronté à une problématique, et je pense que c'est là où les entreprises ont du mal à rentrer dedans, parce que les entreprises ont su optimiser de manière extraordinaire comment créer de la valeur, faire de l'argent, mais en étant vraiment dans la valeur d'échange et donc monétaire. Et là, on n'est plus dans cet échange-là, parce qu'on casse le concept, et donc comment est-ce qu'on partage cette valeur. Donc nous, notre intérêt, c'est comment créer du bien-être à long terme. Et donc on n'est plus dans cette dynamique-là. Mais ça peut se faire aussi de manière plus immatérielle, entre guillemets. Là, c'est un projet qu'on a lancé au Sénégal, et donc sur lequel on va de la même manière réunir des passionnés qui peuvent être soit des experts de la santé ou d'autres, ou des passionnés ou des gens qui sont des géographes, autour d'un logiciel open source qui est QuantumGIS, qui est un système d'information géographique. Et en fait, il n'y a pas de système d'information géographique sanitaire au Sénégal, il y a plein de données, mais il n'y en a pas. Donc on a réuni autour de la table aussi bien des ministères que des acteurs de la coopération comme l'USAID, qui sont les services de coopération des États-Unis, des opérateurs mobiles dans le cadre de leur RSE, des acteurs comme Intrahealth, qui sont des espèces d'ONG mastodontes spécialisées dans la santé, etc. Et de plus en plus de différentes organisations qui se lient, mais surtout des milliers d'acteurs qui viennent et qui participent à nos cartoparties, à nos échanges sur les données, à nos travaux pour sortir, donc dans un objectif donné, du système d'information géographique. Et donc on voit bien que là, on est en train de construire du bien commun ensemble. C'est évalué aujourd'hui, ce projet-là, à presque 2 millions d'euros. Donc ça vous donne une idée. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on n'a pas dépassé 100 000 euros. Et donc on voit bien qu'on est dans d'autres dynamiques. Et donc voilà, donc je pense c'est un peu ça, la contribution que je vais apporter, c'est comment aujourd'hui on repense en fait nos manières de faire, et non pas uniquement s'inscrire dans une logique de poursuivre et de faire de l'innovation différemment. Merci beaucoup Karim pour ce lien, pour avoir rappelé d'abord que effectivement l'open innovation, le principe c'est de redonner aux gens la capacité à faire et leur capacité à partager, et le faire autour de valeurs de partage, d'échange, pour reconstituer des biens communs et réinventer effectivement des formes qui sont non seulement des formes économiques mais aussi des formes sociales. Alors il y a quelqu'un d'autre maintenant, je pense qu'on attend tous aussi avec impatience, qui peut nous parler de cette transition, pour reprendre David Lang que citait Omar Pierre tout à l'heure, du DIY au DIT, c'est-à-dire au do it together, du faire soi-même au faire ensemble. Et donc, je vous prie d'accueillir Mark Hatch. Merci. Thank you very much. Do I do it here? There it is. Got it. Bien. Thank you very much for the Eh bien, merci de m'avoir invité à Lille pour vous parler de l'innovation ouverte. Donc, je suis Mark Hatch, je suis cofondateur et président directeur général de TechShop, et je suis convaincu que nous vivons actuellement une véritable révolution.
Il se trouve que j'étais militaire et que j'ai été formé par le gouvernement américain sur la manière d'entraîner des révolutions. Et les révolutions, ce sont des explosions. Moi, j'adore quand les choses explosent, quand on explose les modèles économiques, quand on fabrique des choses de nouvelles. Et dans cette présentation, il y a des moments où vous allez avoir envie de participer. Il est encore tôt ce matin, donc il faut qu'on soit tous bien en forme. Donc, je vais vous demander de dire « boum » de temps en temps. Et on va s'entraîner un petit peu. Donc, 1, 2, 3. Ah, vous pouvez faire beaucoup mieux. Allez, allez. 1, 2, 3. Bon, c'est beaucoup mieux. Donc, bienvenue à notre révolution. Donc, notre Tech Shop commence à vraiment être reconnu partout dans le monde. Nous avons eu l'immense honneur de recevoir le président Barack Obama il y a 2 ans à Pittsburgh, juste avant qu'il n'organise la première foire des makers à la Maison-Blanche. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir ce leader mondial qui apportait tout son crédit au mouvement des makers. Mais nous n'en sommes encore qu'au tout début de ce mouvement des makers. Et je pense que 10 à 15% de personnes dans la salle nous ont dit qu'ils connaissaient ce mouvement. Je participais à une réunion récemment où il n'y avait que 3 ou 4 personnes des Américains présents dans la salle qui connaissaient ce mouvement. Donc c'est le tout début, mais c'est une véritable révolution. Et ce que nous faisons, c'est que nous démocratisons l'accès aux outils qui permettent l'innovation. Tech Shop essaye de démocratiser l'accès aux outils de la révolution industrielle pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et Tech Shop, c'est véritablement un grand espace pour les makers. Nous avons des outils, des machines-outils. Nous avons des outils qui sont contrôlés par ordinateur. Et ça, c'est très important parce que une fois que vous avez compris comment faire fonctionner le logiciel, vous devenez un expert pour la découpe de l'acier, du métal, du plastique, du verre, du bois. Donc, nous expliquons aux personnes comment utiliser ces machines en quelques jours, pas en quelques années, pas en quelques semaines, non, en quelques jours, 2, 3 jours de formation, et ça vous permet d'utiliser les outils. Et ça, c'est une véritable révolution. Et bien entendu, on a des imprimantes 3D, on a des outils de découpe laser. Moi, je viens de San Francisco. Je vis à Los Angeles, mais je travaille à San Francisco. Et pour nous, les outils de découpe au laser, c'est un petit peu ce qui nous permet d'attirer les gens parce que ça devient très, très addictif. Et ce sont des outils très faciles à utiliser et qui deviennent très, très vite addictifs. Donc, vous avez des gens qui vont suivre un cours pour $60 et qui, par accident, vont créer leur entreprise après avoir suivi un cours à $60. On a des salles de soudure. Vous avez ici un outil de découpe par jet d'eau pulsée qui est complètement contrôlé par ordinateur. Et vous apprenez ce matin et dès cet après-midi, vous vous mettez à découper dans des blocs de béton ou dans des vaches ou dans des cochons. Je vous recommande pas d'utiliser l'outil de découpe sur votre pizza, c'est un peu trop puissant. On a des laboratoires pour le plastique avec thermoformage, avec modélisation par ordinateur. On a des enseignants qui proposent des formations à ces outils. Nous avons un labo textile, nous avons 5 entreprises de textile et de mode qui se sont créées d'ailleurs. Vous avez aussi un hall grand projet si vous voulez travailler sur une automobile, sur une moto, sur un tank, vous pouvez le faire chez nous. Puis on a des exercices de team building. Et on combine différentes choses, le laser jet et le whisky, la découpe et la bière, pour essayer de comprendre ce qui peut se passer mal. Et attention, oui, on fait évidemment attention de ne pas mélanger quand on travaille quand même. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de créer une communauté. Et nous utilisons les outils pour rassembler des centaines de personnes dans une ville, afin que ces personnes puissent travailler ensemble sur leurs projets. Et c'est ça que nous faisons. Les outils que nous utilisons, c'est le miel pour attirer les abeilles. Mais ce qu'on essaye d'atteindre, ce sont les abeilles. Et nous avons des centaines de membres qui se rassemblent. Et c'est là qu'on a l'espace le plus créatif que l'on puisse trouver dans la ville. Donc, aujourd'hui, nous avons
4 sites en développement à Abu Dhabi, Paris, Tokyo et un autre aux États-Unis. Demain, d'ailleurs, on ouvre à Paris. Donc demain, je pars à Paris et vraiment, j'ai très hâte d'ouvrir ce site à Paris. Alors, que se passe-t-il chez nous? Vous avez des gens qui vont sur des Makers Fairs et qui voient des voitures en cupcake géants et qui disent « Mais attendez, comment ça peut aider l'innovation ?» Eh bien, ça aide l'innovation parce que ça passionne les jeunes, parce que les gens se mettent à bosser. Et quand ils viennent dans un espace de Makers et qu'ils commencent à faire les choses, il y a des choses qui peuvent être très, très sérieuses. On s'est posé cette question il y a 8 ans déjà. Que se passerait-il si l'on donnait aux classes moyennes la possibilité d'avoir accès aux outils de la révolution industrielle à un prix qui soit raisonnable, à $150 par mois. Ça fait 150 €. Qui vous donne accès à des équipements qui coûtent des millions et des millions de dollars. Eh bien, voilà ce qui peut se passer. Ils ont été capables de construire la moto électrique la plus rapide au monde qui réussit à tourner à 180 km/h, à 180 miles par heure. Cette moto est tellement rapide qu'elle a fait que le deuxième dans une course est arrivé 20 secondes après que Ken, là, qui conduit cette moto électrique, ait terminé premier. Depuis quand vous avez vu le deuxième d'un prix de Formule 1 arriver 20 secondes après le premier? Ça s'est jamais passé. Et là, Ken, il a fabriqué sa moto dans un espace Makers 1, 2, 3, boum, allez-y. Et Andy, lui, il nous construit ce qu'on appelle un jetpack. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? 1, 2, 3, boum. Ouais. Attention, faut faire gaffe avec ça. Aaron et ses copains ont construit ces cubes qui ont été lancés depuis la Station spatiale internationale. Perrin s'est totalement réinventé après un cours à $60 et maintenant il dessine des bijoux. Tina est entrepreneur. En un jour, elle a appris comment utiliser l'outil de découpe au laser. Le lendemain, elle faisait un cupcake pour l'anniversaire de son neveu. Et le soir de l'anniversaire, elle avait $400 de commandes. Elle ne savait même pas le matin quand elle est arrivée qu'elle allait créer une entreprise. Et la semaine d'après, elle avait $1000 de commandes. Et ensuite 10 000. Et ensuite 100 000. Et maintenant, eh bien, c'est un entrepreneur qui a beaucoup de succès, et ça par accident, tout simplement parce qu'elle a suivi un cours d'1 heure à $60. David, il est arrivé en disant « Je ne sais rien faire, donc je vais suivre tous vos corps. » Et 9 mois plus tard, il a lancé une entreprise de robots. Britt Morin, elle fait des kits qui permettent aux femmes de décorer leur maison, leur chambre, etc. Et elle vient de lever 28 millions de dollars en capital pour son entreprise. Elle a tout appris dans notre tech shop à San Francisco. Ici, Mark Roth, il était SDF. Il a dépensé ses 50 derniers dollars pour apprendre à utiliser la découpe laser. Et il a totalement changé sa vie. Et maintenant, il gère une ONG pour les SDF afin qu'ils puissent venir essayer d'apprendre de nouvelles technologies. Et tous ces SDF sont pris en charge par l'ONG pendant 3 mois afin d'apprendre. Lui, il est venu nous voir, il a dit « J'ai 50 $, je veux apprendre à utiliser l'outil de découpe. » 2 jours plus tard, il découpait des objets de ce qu'il récupérait dans la rue, les vendait dans la rue, et il faisait des allers-retours comme ça. Il est devenu tellement bon à utiliser son outil de découpe laser que d'autres l'ont recruté. Il a fini par acheter son propre outil de découpe laser et il a créé sa propre entreprise. Donc aujourd'hui, on peut avoir accès à des outils tellement faciles à utiliser que ce SDF a été capable de totalement changer sa vie en quelques mois. Ici, vous avez Max. Max, il a lancé une entreprise avec d'autres sources de financement et il a levé 480 000 $ de capital.
Ici, Anton Willis, il a développé des kayaks qui résistent aux attaques des requins et il a réussi à lever également plus de 460 000 $. Depuis quand est-ce que quelqu'un de 16 ans réussit à lever 460 000 $ pour réaliser un prototype? Eh bien, ça s'appelle Kickstarter comme fonds de financement et qui permet la réalisation de pilotes. Ici, vous avez Roy Sandberg qui a développé des caméras. Michael Pinier est en train de créer un appareil pour fabriquer, pour faire pousser des cristaux de diamants directement sur le bureau. Donc, je lui dis, mais comment tu fais? Ben, je mets un peu du méthane, je fais ceci, je fais cela, et ça fait des diamants. Ou alors, ça fait boum. Ici, une pochette iPad. Il est venu nous voir et nous a demandé quel cours je dois suivre pour réussir à faire ça. Il a pris 3 cours et 90 jours plus tard, il avait vendu pour des millions de dollars en produits. Et il est sur le point de réaliser un chiffre d'affaires de 60 à 70 millions de dollars. Il a 25 salariés et il est basé à San Francisco. Patrick est absolument remarquable. Et son premier utilisateur est le président des États-Unis lui-même. Lorsque le président Obama est venu à Pittsburgh, il a ramené sa pochette pour iPad pour montrer qu'il était en lien avec nous. Mais l'histoire est la suivante. Rien de tout ça n'a changé le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous donnez les outils de la création à la classe créatrice, ils vont changer le monde. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de ressources qu'il faut identifier sur la planète, parce que personne n'a cette créativité. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir sortir de nos problèmes. C'est en poussant la créativité et l'innovation. 6 technologies sont ressorties de nos ateliers qui sont déjà en train de révolutionner le monde. Vous avez peut-être entendu parler de Square. Ce n'est pas encore très connu en Europe, mais c'est un petit appareil que vous mettez sur votre téléphone qui permet d'accepter les cartes de crédit. Donc, en raccourci, cette entreprise vaut désormais 6 milliards de dollars. Ils font 70 millions de dollars en transactions partout aux États-Unis. Ils ont des centaines de salariés et ils envisagent d'aller à la bourse très rapidement et de faire une levée de fonds. Et dernier exemple ici, vous avez une couverture pour bébé, mais en fait c'est c'est un petit peu comme une couveuse. Ça garde le bébé très au chaud. Et ici, Jane Chan a découvert que 500 000 bébés chaque année meurent du fait qu'ils sont nés quelques semaines trop tôt. Leur hypothalamus n'est pas suffisamment développé et il n'y a pas forcément de couveuse de disponible. Et donc, ça veut dire que 500 000 bébés meurent chaque année de cela. Et sa question était comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème. Et elle a dessiné cette couverture. Et ils sont venus nous voir dans notre communauté. Ils ont discuté avec des chimistes qui leur ont fait don de la propriété intellectuelle pour augmenter le temps en couveuse de quelques heures à 8 heures. Et il y a eu une amélioration de 900% du taux de survie. Et Jane vous dirait, si TechShop n'avait pas existé, ça n'existerait pas. Cette couverture chauffante a d'ores et déjà sauvé la vie de 150 000 bébés partout dans le monde. 1, 2, 3... boum. Donc, l'impact de nos 3 tech shops dans la zone de San Francisco, Los Angeles, eh bien, c'est pas très cher. Hein, ça coûte 10 millions de dollars pour monter cela. Et cela a généré 2000 emplois, 12 milliards de valeur pour les actionnaires. Ça a catalysé l'innovation, ça a augmenté l'innovation, ça a permis de mieux
mieux former les gens. Donc, que se passe-t-il quand on met les outils de la révolution industrielle à la disposition de la classe qui travaille? Eh bien, ces gens-là transforment le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le continent, vous avez l'ouverture du premier Tech Shop à Évry. 1, 2, 3, boum, merci. Merci beaucoup pour tous les trois. Oui, pardon. Alors, je pense que je vous propose qu'on discute un petit peu, enfin qu'on amène progressivement une conversation ici. Ensuite, on fera circuler des micros dans la salle pour d'éventuelles questions. Alors, la première question, moi, qui me vient à l'esprit après vous avoir entendu tous les trois. Puisque on sait que donc l'open innovation, que ce soit sous la forme du Makers Movement ou sous la forme de la défense du logiciel libre ou du crowdsourcing en général, a aujourd'hui un peu plus de 10 ans. Le concept, on va dire de manière tel qu'il a été théorisé, a aujourd'hui plus de 10 ans, et vous avez tous respectivement, je pense, aussi 10 ans quasiment d'expérience respectivement dans vos champs, que ce soit vous, Karim, avec la création du Jocolabs en 2010, mais qui est évidemment naissait de déjà plusieurs années d'expérience sur le sujet. Marc, puisque la création du premier Tech Shop remonte à 2006, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous, Omar Pierre, également, puisque vous avez commencé à travailler sur ce sujet de la 3D et de l'ouverture de ces outils 3D il y a plusieurs années, quasiment une dizaine d'années. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelle serait la recette du succès pour l'open innovation? Alors, je sais que c'est une question très générale, mais par succès, j'entends, puisque vous avez tous les trois mis en avant des éléments très importants. Pour qu'une innovation fonctionne, il faut qu'elle soit utile, qu'elle soit durable, qu'elle soit évidemment économiquement viable également, qu'elle soit partagée par une communauté. Alors, par exemple, dans le cas du Tech Shop, quelle a été la recette, ou comment est-ce que vous avez réussi à construire ce réseau de makerspace? Est-ce qu'il y avait, comme on dirait en français, un cahier des charges bien précis? Est-ce que vous vous êtes adapté à chaque communauté? Quelle a été la recette du Tech Shop? Et puis ensuite, peut-être Karim et Omar Pierre, vous pourrez également rebondir. Great question. Super question. I think pour nous et pour de nombreux espaces d'innovation, la recette, c'est de développer la communauté et de voir ce qui est important pour cette communauté. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une idée que ça va avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut travailler là-dessus, dès le départ. Qui est intéressé par cet aspect? À quelle vitesse est-ce qu'on peut créer une communauté de gens qui ont le même état d'esprit et qui veulent vous aider à faire avancer ce projet? Pour nous, il y avait quelque chose de magique qui s'est produit dès qu'on a eu 500 membres, et c'était totalement inattendu, mais c'était quelque chose de génial. À moins de 500 membres, on s'est rendu compte que la communauté se rassemblait, mais venait chez nous tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen d'avoir accès aux outils que nous mettions à leur disposition. Mais quand on est passé à plus de 500 membres, on a eu suffisamment de personnes sur site à tout moment, et on s'est rendu compte que ça permettait à tous les problèmes d'être résolus par d'autres membres de la communauté le soir même. Si vous aviez un problème mécanique, vous n'aviez pas besoin de passer 3 heures à passer des coups de téléphone pour essayer de voir où étaient les experts. Il suffisait de dire à qui est-ce que je peux parler, j'ai tel ou tel problème, et on vous disait, parle à Bob, il est complètement au fait de tout ça. Donc au-delà de 500 membres, on avait suffisamment de personnes sur le site avec suffisamment d'expertise que du coup les gens sont venus parce qu'ils en avaient envie, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir de meilleurs résultats. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment créer une communauté. C'est ça le plus important. Donc construire une communauté, Karim, c'est quelque chose aussi auquel vous avez dû faire face en Afrique? Partout, même à Nanterre.
Je dirais qu'en fait, effectivement, on rencontre la même problématique. Et au-delà de la communauté, en fait, il y a la notion de lien social. Ce fait que nous, bon, alors, c'est spécifique dès qu'on est dans un espace maker, où là, il faut avoir des machines-outils, et donc ça demande beaucoup plus de place. Mais comme on l'a dit, nous, on est aussi sur de l'économie numérique, donc pas forcément sur du matériel. Donc on est les deux. Nous, on est vraiment dans une approche hybride d'espace polymorphe, donc qui peut avoir plusieurs formes selon les lieux. Donc par exemple, à Dakar, on a un espace qui est une maison qu'on a aménagée. On a aussi testé un petit espace maker, mais un tout petit avec le campus numérique francophone. Et donc, comme ça, on va essayer de créer un maillage, et même avec des connexions avec d'autres structures qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, aujourd'hui, on discute avec la FAO pour travailler sur des projets autour de l'agriculture et avoir des espaces d'innovation avec eux. Donc, vous voyez maintenant, on se rend compte que l'intérêt principal à l'étape où on est arrivé, donc il y a un premier niveau où on met des espaces où finalement il y a de la formation, il y a des communautés qui se créent autour de pratiques, de savoirs, de communautés d'intérêt, des communautés de pratiques et autres. Et après, il s'agit de le diffuser, donc se mettre en réseau. C'est pour ça que tout de suite, en fait, c'est presque naturel de se développer à travers le monde, même puisque c'est Internet. Mais je crois qu'on est arrivé à une troisième étape où aujourd'hui les réseaux doivent devenir des réseaux de réseaux et que tout le monde commence à se connecter. Je croise beaucoup de gens de plus en plus où on se rend compte que si on veut vraiment changer le monde et avoir un impact, parce qu'il va falloir commencer à accélérer le rythme aussi, c'est de se connecter tous ensemble, de déposer les égos, comme on dit, passer de l'écosystème à l'écosystème, hein, où on va pouvoir chacun poser sa marque, son truc, et se rendre compte que vraiment l'objectif, c'est de créer quelque chose. Alors pour créer du lien social, aujourd'hui la théorie des réseaux, ça nous dit quand même qu'au-delà de 30 personnes, on a du mal à retenir les prénoms et à vraiment se connaître. Au-delà de 148 personnes, on ne se connaît pas vraiment. Donc même si on a 3000 followers, c'est pas vraiment des amis, hein, c'est des amis sur Facebook, mais c'est pas forcément des amis. Et donc il faut arriver à passer du virtuel au physique. Je pense que le virtuel fait une première introduction, on va dire, et ça c'est extraordinaire. Moi, j'ai peut-être pas l'air, mais je fais partie d'une génération qui était bien avant Internet. Et si on n'avait pas la bonne conférence qui va bien ou la personne pour nous introduire à quelqu'un, c'était impossible de retrouver quelqu'un. Donc là, en fait, il y a un potentiel qui a ouvert le numérique qui est extraordinaire. Et donc du coup, nous, par exemple, on va chercher des petits espaces, en fait, hein, donc pour créer ce lien social et que les gens, justement, à force, parce que c'est sur le long terme. Donc c'est pas en 2 secondes. Alors tout le monde vient. Ah alors c'est quoi le big success que vous avez eu? Tout le monde veut voir un Facebook émerger ou un truc. Mais le truc c'est sur le long terme que les gens se construisent. Il y a de la confiance qui se crée et les gens commencent à parler. Donc au début on va voir monsieur, on va dire c'est un vigneron. C'est quand il va commencer à vous connaître, il va dire ah, mais en fait moi ma passion c'est les drones et d'ailleurs j'ai monté ça, et petit à petit comme ça ils vont construire des trucs, ils vont développer des nouveaux projets et peut-être une innovation va émerger, sachant qu'une innovation c'est pas une invention, donc c'est quelque chose, c'est un procédé ou en tout cas une nouvelle manière de faire ou un produit qui finalement va gagner du succès dans le public, donc qui va être généralisé. Là, ça devient une innovation. Sinon, il y a des super inventions tous les jours partout, mais bon, ça reste dans les cartons. Et malheureusement, ça passe pas, ça devient pas une innovation. Donc l'importance des réseaux et des communautés et du fait d'étendre les réseaux. Alors du coup, moi ça m'amène à poser une autre question, peut-être pour Omar Pierre plus précisément, puisque donc on voit bien que dans le mouvement Maker, ce qui est important, c'est le monde physique, c'est le monde analogue, c'est le fait de bricoler, de prendre un marteau, de prendre des outils et d'aller les chercher. Et on voit aussi que dans le monde digital, parfois on a l'impression que ce sont les outils qui se servent de nous, si on pense au big data par exemple en général, davantage que nous servons des outils. Alors comment est-ce qu'on arrive à créer une communauté de digital makers? Comment est-ce qu'on arrive à donner aux gens, par le biais du numérique, les moyens de devenir des makers? Ça rejoint la question précédente qui est aussi comment est-ce qu'on arrive à créer cette communauté, à l'augmenter, à faire du lien social. Et je dirais que la première étape, avant de devenir un digital maker, c'est de devenir un maker. Et dans cette étape-là, c'est une étape psychologique. Et je vais vous donner 2 exemples très simples. Le premier, c'est le mien.
Quand je suis allé à ma première Maker Faire, je me suis amusé, j'ai vu des choses extraordinaires, c'était marrant, j'ai dansé sur un bulldozer en expliquant que c'était une imprimante 3D. Et puis, après la Maker Faire, j'avais un petit... comme des fois le baby blues, ben moi j'avais un Maker Blues. Et je parlais avec mon ami Berthier Luit, qui est le président d'une société, le Fab Shop, qui fait des outils de fabrication digitale ici en France. Et je lui dis, mais moi aussi, je voudrais être un maker. Et c'est là où il s'est tourné vers moi, il a dit, mais t'es un maker? Je dis, ah bon? Bah oui, tu fabriques tes propres saucisses, tes propres andouillettes, ton pâté au Colorado, et tu partages avec tes amis, et t'as aucun problème à donner ta recette. Je dis, ah ouais, bah, je pensais que j'étais plutôt charcutier, en fait. Il dit, non, t'es un maker, tu le fais à fond. Et ça a fait ce déclic qui m'a dit, bah ouais, c'est vrai, je suis un maker. J'ai été chercher mes recettes, je me suis amusé, on a partagé cette recette de pâté, je l'ai un peu améliorée à mon goût, au goût de mes amis. Et pour Noël, je distribue des pâtés à tous mes copains. Ils adorent ça. J'ai appris à faire des rillettes, j'ai appris à faire des choses encore plus compliquées. Enfin, vous imaginez. Bon, ma femme est du Mans, donc c'est un petit peu plus facile pour moi. Donc ça a été ma première étape, au point où aujourd'hui, j'ai fabriqué ce frigo connecté dans mon sous-sol. Et il y a 3 semaines, je me suis acheté une DS 1970, donc une Citroën DS 1970 à restaurer. Je ne suis pas mécanicien. Hein. Je trouvais une DS à 3 heures de chez moi au Colorado, qui était là-bas. Donc, et elle est dans un état un petit peu pitoyable. Mais je l'ai acheté pour $2500. Je me suis amusé, je l'ai mis dans mon garage. Ma femme a encore fait, bon, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai plus peur, je le fais, j'avance. J'ai même imprimé des pièces en 3D pour la restaurer. Et alors, ça fait juste 3 semaines. Hein, je vais faire un blog, comme ça vous pourrez suivre cette aventure. Mais on devient complètement fou. On commence à faire des choses comme ça, à partager. J'ai rencontré des gens qui avaient des DS au Colorado, aux États-Unis, à récupérer ces pièces. Donc c'est un déclic psychologique. Le deuxième exemple, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais ils ont été invités au World Forum aussi. Ce sont deux petits gars que j'aime beaucoup, qui ont 25 ans, qui sont designers à l'ENSI, et que j'ai rencontrés il y a 2 ans à la Maker Faire à Paris, la première Maker Faire à Paris. Et ils avaient un projet de serre connectée. Donc une petite serre, c'était un projet un peu étudiant, un peu marrant, etc. Et ils ont une petite serre connectée qu'ils avaient bidouillée et qu'ils présentaient parce qu'ils trouvaient ça assez rigolo. Et moi, je suis tombé amoureux de ce projet parce que j'ai vu le potentiel des objets connectés. Et je les ai poussés, je leur ai donné un petit ruban. On a un petit ruban de récompense pour les meilleurs projets dans ces Maker Faire. Et ça leur a fait un déclic au point où 2 ans après, ils ont monté une société en open source où vous pouvez partager, recréer cette serre pour chez vous. Vous avez une application sur votre téléphone, vous pouvez vous assurer que vos tomates poussent bien. Alors, on allait légaliser la marijuana au Colorado il y a à peu près 2 ans. Donc vous pouvez faire pousser d'autres choses aussi. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ils sont venus s'installer au Colorado pour créer cette société. Et puis comme on l'a vu avec Marc, avec les chiffres absolument faramineux, les gens n'ont pas peur d'investir aux États-Unis. Ils n'ont pas peur de mettre de l'argent dans des projets avec la passion. Et c'est ce que moi je veux aussi pousser les gens ici. Et je pense que ce que Marc fait avec Leroy Merlin, qui a acheté la licence de TechShop ici pour la France, Leroy Merlin investit dans ces technologies du maker. Ils n'ont pas peur d'y aller parce que les dirigeants de Leroy Merlin sont venus dans des Maker Faire, se sont aperçus qu'eux aussi étaient des makers chez eux. Et il y a toujours ce sourire quand on a ce premier déclic psychologique. Et maintenant, je vais reposer ma question que j'ai posée pendant ma présentation. C'est qui se considère, maintenant que vous en saviez un petit peu plus, comme un maker? Levez la main. Et n'ayez pas peur, hein, on ne prend pas les noms, hein, donc c'est pas grave. Hein. Donc levez la main si vous pensez que vous êtes un maker. Voilà, donc on a déjà un peu plus de la moitié en plus des mains qui se sont levées, parce qu'on n'a pas peur. Mais si vous savez vous servir d'un marteau, si vous bidouillez, si vous faites plein de choses, vous êtes un maker. Juste faites ce pas psychologique, ça va vous amener à aller dans des espaces comme celui de Marc ou comme celui de Karim, où vous allez rencontrer d'autres gens marrants, d'autres makers. Moi, je suis allé dans des tech shops et les gens qui travaillaient sur un projet, c'était un policier, un ingénieur, un gamin de 13 ans, et ils travaillaient ensemble à un projet rigolo. Alors, vous demandez au policier qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fabrique des fausses grenades pour faire des échanges avec la mafia. Comme ça, quand on va leur faire des faux deals, on leur donne pas des vraies grenades, mais elles ressemblent à des vraies grenades et je les fabrique dans un tech shop. Donc c'est marrant.
Voilà, c'est cette étape, les I did communautés. not know this. Yeah, well, he's not going to tell who's the name is. Il va pas dire qui c'est. Mais voilà, c'est ce que vous allez découvrir en allant dans ces choses-là et réaliser que vous aussi, vous êtes des makers, vous avez ce potentiel. Et c'est comme ça aussi qu'on va changer le monde. C'est quand la majorité des gens, des enfants, emmenez vos enfants dans des maker fairs, emmenez des enfants dans des tech shops, ils font des journées portes ouvertes, emmenez vos enfants dans des makerspace, hackerspace, Fab Lab, pour qu'ils découvrent ce que c'est. Je vous garantis que vous trouverez des choses qui vont vous amuser, vous aussi. Allez-y. Alors, pour rattacher à la problématique générale de ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'open innovation, qui consiste dans le fait de travailler et créer avec des parties prenantes extérieures, je voudrais en venir à la question de l'économie qui est générée par ces activités et par ce mouvement makers, mais également plus généralement par celui du fait d'ouvrir l'innovation à tout un chacun en prenant parti du fait que chacun est expert de quelque chose. Pour reprendre le terme de Karim tout à l'heure, expert étant rattaché à la notion d'expérience. Alors Marc, vous disiez que le Tech Shop en Californie, ça a développé à peu près 12 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on valorise ça et surtout comment est-ce que est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est vraiment, vous parliez tout à l'heure de la communauté des 500 personnes, est-ce que ça a été parallèle à la progression du chiffre d'affaires? Voilà, comment ça s'est passé? Alors, juste pour clarifier un peu les choses, 12 milliards pas seulement pour le Tech Shop, 12 milliards de dollars, ça c'est pour toutes les entreprises qui ont été lancées. Je crois que l'un des meilleurs exemples que l'on a eu, c'est notre collaboration avec Ford. Ford a financé le site à Détroit et c'est comme ça qu'on a grandi. Ce n'est pas des entreprises très profitables, bénéficiaires, ça nécessite beaucoup de partenariats privés, publics pour que ça fonctionne. Mais Ford est venu nous voir et nous a dit, vous savez, on réfléchit à ouvrir un lab d'innovation ouverte qui serait exclusivement réservé aux employés de Ford. Et je me dis, mais c'est pas vraiment ouvert, alors si c'est exclusif. Et il m'a dit, oui, c'est pour ça que je vous ai appelé. Ce que je veux que vous fassiez, c'est construire le Tech Shop près du campus de Ford, et ce sera ouvert à tout le monde, y compris à nos concurrents. Et mon objectif, c'est d'essayer d'augmenter l'engagement, la participation des employés pour essayer de créer davantage de propriété intellectuelle de grande qualité. Et il a dit, si on peut avoir une augmentation de 10% dans des idées de qualité qui arrivent sur mon bureau, qui viennent de n'importe où, ça serait un grand succès et je paierai pour tout le projet. Et on a vu une augmentation de 100% d'idées de grande qualité qui sont venues de la base des employés Ford parce qu'ils ont financé ce laboratoire ouvert pour toute la communauté. Ils ont complètement financé ça et c'est devenu un bénéfice pour toute la ville de Détroit. Et c'est tout à fait ouvert. Ce qui était vraiment magique, c'est que avant, enfin il n'y a que 10 ans encore, avant, quand on travaillait sur l'innovation du matériel, pour arriver au premier prototype, ça coûtait des millions de dollars, en plus pour les grosses entreprises. Mais si ça vous coûte 1 million pour innover, à ce moment-là, il faut que vous ayez des salles pleines de gens qui décident si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, vous avez besoin d'experts, des gens qui ne sont peut-être pas vraiment des experts, mais qui donnent leur avis. Et en fait, c'est un inhibiteur. Mais ce million de dollars, c'est un problème. Mais il ne faut pas 1 million de dollars aujourd'hui. Il faut simplement 5 000 dollars. Et si ça ne coûte que 5 000 dollars à une entreprise comme Ford, vous n'avez même pas besoin qu'il y ait du sens. Le sens va vous coûter plus cher que le prototype. Vous simplement vous donnez l'adhésion, la carte d'adhésion au Tech Shop, et c'est ce qui s'est passé. Et suite à ça, on a eu une nouvelle idée de produit qui est ressortie du service marketing. Ils ont construit le prototype fonctionnel et maintenant, ils vont le mettre dans des voitures. Donc, vous imaginez, il y a 10 ans, si le service de marketing était venu vers le service recherche avec un PowerPoint, « Oh, j'ai cette super idée, vous allez le faire », ils auraient dit « Qui vous êtes, vous ?
C'est moi le professionnel. Pourquoi c'est vous qui faites de l'innovation? C'est comme ça que ça marche. Mais pour 5 000 $, vous avez un prototype qui fonctionne et c'est très difficile de faire comprendre à un manager peut-être que ça va marcher, mais s'il est déjà là, devant vous, sous vos yeux, ils n'ont pas le choix, il faut le financer. Donc ce concept d'innovation ouverte, c'est tout à fait viable pour les institutions d'éducation, pour les grandes entreprises, pour les universités, pour d'autres ONG, ainsi que des entreprises comme Leroy Merlin qui sont dans la distribution. Merci beaucoup. Et alors, parce qu'on parlait donc de la valeur économique, et vous l'avez bien montré, Marc, comment l'open innovation permet de générer de la valeur à moindre coût. Vous avez bien souligné que désormais les coûts d'investissement pour pouvoir produire de l'innovation pouvaient être considérablement minimisés et en même temps maximisés du point de vue de leur efficacité. Mais il y a quand même des choses qui sont, j'ai envie de dire, assez imprévisibles. C'est le principe de l'innovation. On ne sait jamais quand un projet va marcher, quand une communauté va vraiment s'en saisir, quand elle va réellement produire quelque chose d'utile également, puisqu'on a quand même tous insisté, enfin vous avez tous les trois insisté sur le fait que désormais, face aux urgences de ce monde, que ce soit la COP21 en lien avec la COP21, comme le rappelait Karim, ou par exemple le gilet de sauvetage, le petit incubateur pour bébés. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à articuler tous ces problèmes, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir à la fois des modèles de croissance réinventés par le biais d'outils d'open innovation, en même temps des innovations qui produisent réellement du bien-être, du progrès social, du développement, du mieux vivre ensemble, et quelle est la part de risque qu'on prend malgré tout quand on fait l'open innovation. Là, je vous pose la question à tous les trois. Le premier qui veut s'en saisir est le bienvenu. Moi, je pense qu'il faut faire attention déjà, parce que sans vouloir faire de clivage, il y a une dynamique qui est commerciale et une dynamique qui est non commerciale. Et ça déjà dans l'objectif, d'ailleurs même du projet. Mais par ailleurs, quand on parle de passion, c'est des gens qui sont mus par leur passion. Donc ils y viennent limite de manière bénévole, ils s'engagent, etc. Et là, on a un problème, puisque là on touche à ce qu'on appelle les amateurs professionnels en fait. Donc on peut mobiliser. Et ça devient Wikipédia, ou ça devient des approches comme ça, distribuées avec des passionnés qui partagent des choses. Et là où ça devient un peu vicié, et on ne sait plus trop comment gérer, et c'est une question qui est ouverte aujourd'hui, c'est quand on a justement des corporations qui vont venir, mais elles qui sont mues par un intérêt qui est purement financier, c'est-à-dire la création de valeur pour leur entreprise propre, et non pas forcément pour le global et le bien commun. Et donc là, en général, ce qu'on essaye de plus en plus de faire, et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que ceux qui viennent pour un intérêt qu'on va fermer, on va développer notre propre projet, etc., en se basant sur des choses qui sont ouvertes, c'est qu'ils payent. Donc ils payent comme une consultation, on va dire. Ce qu'ils auraient fait pour quelques millions de dollars, ils vont le faire pour moi, mais du coup ils vont contribuer financièrement, parce qu'en fait ce qui se passe, là on est dans un monde en transition. Et donc on a cette énergie-là qui est là, mais elle ne peut pas être donnée tout le temps, puisque les gens doivent vivre aussi. Et donc on voit bien que aussi, pour que ce système il fonctionne, c'est-à-dire que les communautés doivent être grandes en fait. Parce que les gens vont s'épuiser. À un moment donné, il va falloir qu'ils aillent travailler pour gagner leur vie. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant que je constate, je ne l'ai pas encore théorisé ou autre, mais j'ai l'impression qu'aussi, au fil du temps où on s'engage dans ce type de mouvement, on développe une sorte de frugalité dans la vie quotidienne. Donc c'est aussi un changement de sa manière d'être et de vivre sa vie. Et quelque part, finalement, aussi poussé par sa passion. Alors, on peut en vivre, puisque du coup, on va vendre des consultations, on va développer des projets, on va aller les porter, etc. Ou on va faire des accords avec des entreprises pour développer. On a bien vu, ça peut générer des produits commercialisables. Et donc, c'est maintenant la balance entre ça, aujourd'hui, entre un engagement, finalement, fort, mu par sa passion, et de l'autre côté, la question de vivre, et d'entreprises qui sont en face, qui ont des gros moyens, mais qui n'ont pas forcément envie de le partager et d'ouvrir. Alors, on commence à voir des nouvelles approches des entreprises, je pense. Vous voulez réagir peut-être, Pierre Remard, sur cette idée de la frugalité et de ce partage entre ce qui serait d'une logique, on va dire, profit and non-profit? Oui, on touche des points politiques du mouvement Maker. Là, on devient dans la politique il y a deux clans qui s'opposent, qui sont
on va prendre les extrêmes, hein, les gens qui veulent tout partager gratuitement avec tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'on gagne de l'argent avec ces choses-là. Et puis à l'extrême, des gens qui vont aller là-dedans et qui vont essayer d'en profiter et de le fermer et créer cette innovation pour eux. Je crois que le curseur, il n'est pas là, il est un peu au milieu. Et je vais vous donner un exemple qui a été cité par Didier Leroy hier de Toyota. Il a dit que voilà, Toyota avait sur sa voiture à pile à combustible avait ouvert ses brevets, donc ils ont toujours les brevets, hein, ils ont déposé ces brevets, ils ont développé, mais ils croient tellement que c'est un moyen de pouvoir changer le monde et faire qu'on évite d'utiliser de l'essence, enfin des composants fossiles qui sont des ressources épuisables, en travaillant sur des choses qui vont le faire. Et ils ont ouvert ces 1000 plus brevets à tous leurs concurrents, mais aussi aux makers. Il y a eu une annonce qui a été faite un peu avant, quelques mois avant, alors ça Didier Leroy l'a pas dit hier, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui était cofondateur de PayPal, de Tesla, qui envoie des fusées dans l'espace, et qui lui aussi s'amuse beaucoup, qui est très respecté par la communauté des makers, et c'est un maker aussi, qui avait aussi ouvert tous les brevets de la pile des voitures Tesla pour tout le monde. Et encore une fois, oui, c'est ouvert aux concurrents, parce que lui aussi, il pense qu'il faut développer ces voitures électriques. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas le taxer de vouloir faire de l'argent, il l'ouvre à ses concurrents. Alors est-ce que plus tard, on va encore entrer dans des débats en disant oui, mais un jour, il pourra nous attaquer en justice? Oui, ok, d'accord. C'est pas vraiment ce qu'il essaye de faire. Mais en même temps, c'est aussi ouvert aux makers. Ça veut dire que moi, si je m'intéresse, je peux aller lire les brevets. Je peux transformer ma DS 1970 en voiture électrique en utilisant la technologie de Tesla ou lire ce qui se passe avec les piles à combustible et utiliser les technologies de Toyota pour transformer ma voiture. Donc voilà ce qui aujourd'hui, le changement qui s'opère dans les grands groupes, dans les entreprises, c'est qu'on réalise l'importance du partage, comme ce qu'a fait Ford en partageant avec la communauté. Alors, on prend que des exemples de voitures, mais il y a des exemples partout. Moi, je peux vous citer des exemples de mon entreprise, mais je ne suis pas là pour faire de la pub. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ouvre vers les communautés, on commence à partager. Et je pense qu'il y a des modèles économiques nouveaux qui sont en train de se créer grâce au Maker Movement. Et tout change très vite. Et à mon avis, on aura beaucoup moins de discussions entre le partage gratuitement et le partage pour le profit. J'imagine que le petit incubateur est aussi une société qui s'implique. Ils ont créé une boîte pour pouvoir le faire. Mais en même temps, ils sauvent 150 000 bébés. Ils ont sauvé 150 000 bébés grâce à ça. Donc il faut de l'argent aujourd'hui dans notre société. C'est une chose qui existe pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer le monde. Aujourd'hui, il faut aussi de l'argent. Merci beaucoup c'est très bien résumé d'avoir apporté cette nuance. Alors Marc, justement, puisque ce qui a été pointé dans ces deux dernières interventions, c'est l'ouverture des brevets, donc la question de la propriété intellectuelle. Quels sont les outils donc de partage de la créativité et de l'innovation? Comment est-ce qu'au sein du Tech Shop, vous les avez mis en place? Et par exemple, qu'est-ce que vous pourriez commenter d'initiatives comme celle de Quirky, qui donc est une société qui permet qui est une plateforme, qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet en fait de donner à la communauté la possibilité de produire des nouveaux produits qui ensuite vont être commercialisés dans la grande distribution. Il y a une initiative en France qui est très connue qui s'appelle Quirky by Auchan, où Auchan rendait possible la distribution de produits choisis, sélectionnés et conçus par la communauté. Ça fait beaucoup de choses. On peut en choisir qu'une, peut-être celle de la propriété intellectuelle pour commencer. Bien, donc on va se limiter à la propriété intellectuelle. Je pense que très rapidement, on se dirige vers une ère où les formes de propriété intellectuelle il va y avoir beaucoup de formes différentes de propriété intellectuelle. Ça, c'est, je crois, un des enseignements qu'on peut tirer et l'une des contributions à l'économie. Historiquement, il y avait soit les brevets ou pas de brevets. Et il y avait des copyrights, etc. Donc, vous avez le contrôle total de la
la propriété intellectuelle ou vous ne l'aviez pas. Mais les innovations ont dit non, on doit, il y a des niveaux différents de partage de propriété intellectuelle. Donc, si vous en tirez des bénéfices, vous devrez me payer. Si vous n'en tirez pas de bénéfices, c'est gratuit. Je crois que c'est ça l'avenir vers lequel on se dirige. J'aurais une approche plus sophistiquée de la propriété intellectuelle. Et ce qu'on voit se dérouler avec les entreprises, peut-être qu'ils ont commencé tout au début avec des innovations ouvertes. Tout doit être gratuit. Bon, c'est facile pour les logiciels, mais c'est plus difficile quand il y a du matériel, des machines. Manipuler l'atome, par exemple, ça coûte très cher. Donc, il faut payer ça d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas le donner libre d'accès. Donc, ensuite, ils ont dit, il faut que je paye mon salaire, donc je dois recruter quelques personnes, donc il faut que je vois comment gagner de l'argent, donc on va à la salle du comité directeur. Donc, par exemple, pour ce petit système, on a eu du mal à... la personne qui voulait faire ça a eu du mal à trouver de l'argent autour d'elle pour lancer ça. Ce n'est pas une professionnelle de la santé, elle ne vient pas de ce domaine-là et il n'y a pas beaucoup d'argent qu'on peut gagner. On vend ça à $100 seulement. Siemens n'était pas intéressé, ce n'était pas un marché suffisamment grand et donc elle était sur le point d'échouer à cause de son business model. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a innové et elle a dit bon, maintenant on va abandonner d'être une ONG et maintenant elle vend d'autres couvertures qui ont permis de financer les choses pour le tiers-monde. Donc quand vous travaillez sur des choses physiques, dire simplement on va tout laisser tomber, on va tout donner gratuitement, peut-être qu'au départ on peut le faire, mais je crois qu'il faut réfléchir au business model. Monsieur Anderson, pour les drones gratuits, c'est accès libre, mais il faut être compétitif dans différents segments du marché et donc il faut être très sophistiqué. Il faut bien réfléchir comment on va faire la partie l'argent. Vous voulez être une ONG, très bien, mais est-ce qu'il y a un moyen de trouver le bon équilibre? Je crois que c'est la bonne manière de faire et très souvent c'est le cas. Et quand vous avez des machines, vous n'avez pas le choix. Il va falloir trouver quelqu'un qui va signer les chèques. On ne peut pas simplement mettre ça sur un serveur. Merci, je crois que Karim voulait ajouter quelque chose. Juste pour rebondir, en fait, la vraie question, c'est qu'on est en train de réinventer des business models. C'est-à-dire aujourd'hui, tel que ça a été structuré, alors soit on est non-profit, soit on est for-profit, soit on est gouvernemental, soit on est non-gouvernemental. En fait, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger, qui passe en plus, qui désintermédiatise, enlève les intermédiaires en fait. Et donc, donc force de parler anglais, français, on ne sait plus ce qu'on parle. Et donc, dès ce moment-là, par exemple, un maker, en prenant quelque chose, il va le faire dans un tech shop, il va le donner à quelqu'un à côté. Donc on n'est plus forcément dans une entreprise qui va produire dans une grosse usine et qui va aller produire le chose et le distribuer. Et donc on voit qu'on est dans des nouveaux modèles complètement différents, mais ça à tous les niveaux. Et maintenant, selon ce qui est développé, il y a 15 000 manières de le faire. Si on prend ce projet-là, moi je suis par ailleurs Ashoka Fellow, donc membre du réseau Ashoka. Et tous les jours, tous ceux que je croise dans le réseau Ashoka sont en train d'inventer des modèles et même mieux, sont en train d'utiliser tous les modèles. C'est-à-dire ils ont aussi bien une association qu'une organisation non gouvernementale, qu'une entreprise, parce qu'en fait, ça dépend du pays. Au Sénégal, par exemple, au début, on a voulu faire une SCOP. Pour faire une coopérative, ça n'existe pas, on a voulu faire une coopérative. On nous a dit, allez voir le ministère de l'élevage. On n'est pas du tout dans ce secteur-là. Et donc, on a créé une espèce d'SARL, imbriqué avec un GIE. Donc, on invente des modèles. En France, on est une association. Donc, vous voyez qu'en fait, on voit bien qu'on est vraiment dans un monde en émergence, avec des nouveaux modèles, que ce soit des nouveaux modèles d'affaires. Donc on ne dit pas que faire de l'argent, moi, je ne suis pas du tout dans cette posture-là et je pense que ce n'est pas la bonne, surtout qu'on est dans ce monde en transition. Donc effectivement, le curseur il doit être plutôt au milieu. Mais il faut juste bien définir et se retrouver dans les valeurs. Je pense que les valeurs, c'est vraiment ces questions d'ouverture, de partage et de collaboration. Je crois que c'est bien résumé. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions. Si vous aviez envie de réagir, qu'est-ce que toute cette discussion autour des valeurs de l'open et de ce que l'open innovation permet de penser au niveau de la croissance, est-ce que ça suscite des interrogations chez vous?
Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc David Roger, Bayoré. J'avais une question pour Karim. Karim, on a parlé des tech shops. Donc moi, je suis basé une bonne partie de l'année à Dakar aussi, donc on se connaît. Est-ce qu'à Dakar, ou ailleurs d'ailleurs sur le continent africain, des tech shops qu'on pourrait qualifier peut-être bottom of the pyramid peuvent être intéressants à mettre en place? Est-ce qu'il y a déjà des modèles en Afrique, sachant qu'on sait très bien que, alors comme tu le disais, on va sauter des étapes sur le continent africain en espérant pas faire les mêmes erreurs en termes de croissance. Et on sait très bien qu'il y a un problème aussi de capital de départ, d'accès aux outils pour la fabrication. Qu'est-ce que ça a sa place? Comment voilà. Question. Je vous demanderai juste d'être un peu rapide sur vos questions pour que le maximum de personnes puissent en poser. Merci. Merci. Ouais, en plus, David est à Jocolab, donc il triche là. Mais et pareil d'être le plus rapide possible sur les réponses. Alors en fait, alors forcément, dès qu'on parle de maker, déjà on parle de machines et donc on parle d'autres investissements et on demande des espaces qui sont plus grands. Donc par rapport à ça, c'est déjà une limite, un ticket à l'entrée, on va dire. Nous, on a testé donc un petit espace au campus numérique francophone à Dakar. Et le gros problème, c'est d'avoir les passionnés qui viennent. Comme on l'a dit, si on n'a pas la communauté et les passionnés, ça ne sert à rien. Je ne crois pas du tout aux forces qui sont poussées par l'extérieur, où genre on va avoir l'investissement d'une municipalité qui va mettre des moyens, un bel espace avec des machines. Si on n'a pas la communauté autour qui se l'accapare, ça ne sert à rien. On a en Afrique des cas qui réussissent, hein, mais parce qu'on a des passionnés qui le drive. Moi, j'ai vu au Kenya, j'ai vu au Maroc, j'ai vu en Afrique du Sud, en Égypte, au plus proche de chez nous, au Togo. On a Sename qui est présent hein, ici, qui a le WayLab, qui fait un travail extraordinaire. Là-bas, il est très populaire d'ailleurs dans son approche. Et donc, on voit bien que ces démarches-là sont en train de se faire. Alors, Obama a été extraordinaire aux États-Unis, parce qu'il a donné une visibilité extraordinaire à ce mouvement, et quelque part, il s'est impliqué. Et du coup, tout le monde a suivi. Petit à petit, c'est ce qu'on n'a pas en fait aussi de l'autre côté, et donc ça pourrait faciliter. C'est-à-dire, au Togo, par exemple, la visibilité qu'a eu WayLab à l'extérieur l'a aidé à avoir des meilleurs rapports avec l'autorité. Les pouvoirs publics qui du coup l'ont aidé un peu à se développer. Au Sénégal, ça commence à arriver. Donc nous, on a un projet avec la coopération française aujourd'hui où on parle de monter 3 espaces avec 3 écoles d'ingénieurs, avec un espace centralisé qui va lui amener en fait un peu comme en escalier des niveaux d'innovation et donc d'investissement notamment dans les équipements qui va être plus grand. Voilà, plus Dassault aussi qui a investi dans une école. Merci. On va prendre 2 autres questions et ensuite on sera obligé de fermer le débat. Bonjour, Françoise Léal. J'ai vu un jour sur Internet des plans pour faire des tracteurs, une tondeuse, une moissonneuse-batteuse. Et en fait, je me demandais ce qui se passe en cas d'accident avec ce genre d'appareil. Je pense que c'est... Ouais, je pense que je peux répondre à ça parce qu'on travaille beaucoup avec John Deere, on a un gros département là-dessus. C'est des questions qui se posent, la sécurité. Alors, après, ça dépend des situations. Aux États-Unis, les champs sont absolument gigantesques et il n'y a personne à la ronde sur 300 km. Donc, les tracteurs peuvent être autonomes, peuvent faire plein de choses, etc. Mais c'est les mêmes problématiques qui se posent aujourd'hui avec les drones, avec les voitures qui se conduisent toutes seules. On est en train de passer à des étapes très rapides qui vont très vite, qui font beaucoup de choses. Moi, je crois beaucoup dans la voiture connectée, dans les objets connectés. Il y a des études qui montrent aujourd'hui que si toutes les voitures se conduisaient toutes seules et qu'on interdisait aux humains de toucher le volant, c'est-à-dire qu'on enlevait le volant, ça sauverait 9 vies sur 10 dans les accidents. Donc, pardon. Il y a quand même un risque quand c'est l'utilisateur lui-même qui fabrique l'équipement, plus que quand c'est soumis à la responsabilité d'un constructeur quand même. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on apprend très vite à se servir de machines, on apprend très vite, on partage beaucoup, et c'est là aussi où le côté partage et communauté est important. On apprend des autres, on apprend de ce qu'il y a sur Internet. Je pense qu'un des réflexes, quand on cherche quelque chose, on va sur Google, on va sur Wikipédia. Alors, est-ce que le contenu Wikipédia est 100% précis ? Non. Mais c'est déjà une très très bonne base pour pouvoir commencer. Maintenant, c'est un problème aussi de régulation, c'est-à-dire que les lois doivent évoluer. Ce sont des concepts qui sont
qui ne sont pas encore résolus parce que, par exemple, encore une fois, dans le domaine de la voiture connectée, est-ce que c'est Google qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture qui est responsable? Ou est-ce que c'est la personne qui est à l'intérieur qui n'a plus le contrôle, qui est responsable en cas d'accident? Donc on peut encore en discuter, on peut encore le développer. Moi, mon voisin, il a une tondeuse qui tond toute seule le jardin. Et jusque-là, elle n'est pas venue m'attaquer encore. Donc ça va. En tout cas, je pense que ce serait intéressant de voir les statistiques sur le nombre d'accidents aussi qui se passent dans un garage quand on bricole tout seul et le nombre d'accidents qu'il y a dans un tech shop, par exemple. Mais en même temps, on construisait déjà, par exemple, des maisons. Enfin, je veux dire, on peut construire sa maison tout seul. Donc, ces concepts-là, ils ne sont pas si nouveaux que ça. C'est peut-être le fait qu'on parle de machines électroniques ou autres. Là, on va prendre une dernière question. Claudine Pruvot, je trouve génial, c'est votre approche de la force des jeunes, c'est-à-dire des moins de 20 ans. Et je crois que ça change tout au niveau des pratiques éducatives concernant la créativité et l'innovation dans les méthodes d'enseignement, en particulier dans un pays comme le nôtre. Deuxième point, je voudrais aux responsables demander s'ils ont vu arriver dans les communautés en nombre les femmes, et en particulier les femmes pour des régions qui sont moins favorisées. Est-ce que les makers que vous rencontrez, eh bien, ce sont des arrivées assez massives de femmes? Merci. Merci. Quand on a commencé, en 2006, il me semble qu'on avait une centaine de membres et seulement 2 femmes. Donc ça faisait 2%. Et ça, c'était un problème. Et aujourd'hui, à San Francisco, on est à 35-40% de femmes. Et si vous vous souvenez des diapos, je vous ai montré Britmons qui vient de lever 28 millions de dollars pour son entreprise. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples de femmes qui s'impliquent dans le mouvement et qui sont devenues de vrais makers. Maintenant, je voudrais vous lancer un appel. Rejoignez ce mouvement des makers. C'est quelque chose de tout nouveau et c'est facile de s'impliquer. Faire quelque chose et le donner comme cadeau, c'est totalement différent que d'acheter un cadeau dans un magasin. Ma femme est devenue allergique aux roses il y a 5 ans. Donc, pour moi, un mec, c'est difficile de lui offrir un bouquet de roses. Par exemple, si on a un petit souci à la maison, je ne peux pas m'en sortir avec un simple bouquet de roses. Ça complique ma vie. Donc, j'ai acheté une imprimante 3D parce que j'en voulais une. Et un jour, il a fallu que je fasse une impression test, parce que quand vous mettez en place un nouvel outil, il faut le tester. Et j'ai téléchargé une rose. Donc, je regardais, ah tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. Ok, je vais essayer l'impression d'une rose. J'ai téléchargé un modèle de rose, j'ai appuyé sur imprimer, ça a imprimé. Et puis, je suis parti faire autre chose, j'ai participé à des réunions. Et ma femme rentre à la maison à 5 heures. Et je dis, ah ouais, en fait, j'ai testé un truc là. Et je vais chercher la rose et je dis à ma femme, tiens, ma chérie, voici une rose. Bon, ça, c'est moche. C'est vert. Vous voyez qu'il y a plein d'erreurs. Mais elle a adoré ma rose. Elle a adoré ma rose beaucoup plus que le petit collier de chez Tiffany que je lui avais acheté la semaine d'avant et qui m'avait coûté 400 $. Pourquoi? Parce que je l'avais fabriqué moi-même. Donc, l'une des étapes dans ce processus de radicalisation qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est de faire, moi je veux faire quelque chose pour Noël et le donner, et si vous le faites, voyez ce que vous ressentez et intégrez ça à cette révolution que nous allons vivre, voyez comment cela va changer votre vie et la vie des gens autour de vous. Pour fabriquer vos cadeaux de Noël. Je pense que c'est la fin de notre discussion. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux trois intervenants pour leur intervention.